La caméra tourne, il est 20h30, je déclare le conseil municipal ouvert. Nous allons commencer par l'appel nominal dans l'ordre alphabétique. Algaron Jean-Paul, absent. Tawa Lyon. Présente. Philippe Arnaud. Présent. Grégory Ateba. Présent. Philippe Berenguer a donné pouvoir à Olivier Colesso. Ali Bouchama. Présent. Alexandre Bouzet. Présent. Fabrice Cassada. Présent. Béatrice Desrois. Je ne la vois pas. Laurent Direz. Présent. Fabienne Gilliot. Présente. Toufik Hamdi a donné pouvoir à Mme Pierrette Munier. Samira Awali, absente. Laura Lambert. Présente. Karine Lorteau. Présente. Pierrette Munier. Présente. Georges Pambou. Présent. Catherine Ribaille. Présente. Virginia Riora. Présente. Michel Romagnac. Présente. Anaïs Roy. Présente. Ahmed Saïd, je ne le vois pas. Isabelle Soulis. Présente. Philippe Tadjilzik non plus. Mathilde Hustin. Présente. Et Julien Hustin a donné pouvoir à Mathilde Hustin. Nous avons 19 présents et 3 pouvoirs. Pour un total de 22 votants. Je fais tourner la feuille d'émargement, si vous voulez bien la signer au fur et à mesure et puis me la redonner. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Madame Allion s'est proposée spontanément. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Donc, Tawa Lyon, secrétaire de séance. Point numéro 1 de l'ordre du jour. On va commencer par les décisions du maire. Comme ça permettra, s'il y a des retardataires, de se joindre à nous avant les points qui donnent lieu à des votes. Alors, je mets mes lunettes. Convention, étude. Alors, pour le public, les décisions du maire, c'est toutes les décisions que le maire prend dans le cadre de la délégation qu'il a reçue du conseil municipal pour décider en son nom. Donc tout ce qui n'est pas passé en conseil municipal, qui n'a pas fait l'objet d'une délibération. Donc convention, étude de faisabilité, extension du guichet unique, et donc c'est le 3e projet, rappelez-vous, qui est inscrit dans le fonds de développement, enfin, le fonds communal du département. Le premier c'était le cimetière qui est achevé, le deuxième c'est la cour du Loupio qui est achevée, sauf les plantations qui auront lieu pendant les vacances d'octobre. Et là maintenant commence le 3e projet du fonds d'aménagement communal, qui est la mise en conformité PMR de l'accueil du public au guichet unique, son extension. Et voilà, donc il faut commencer par l'étude, et donc c'est la désignation du bureau d'études et la somme affectée à ces travaux qui a fait l'objet d'une décision. C'est Terre et Toi à qui la mission a été confiée, c'est eux qui ont travaillé sur la cour du Loupio, ils ont vraiment très bien bossé. Ils nous avaient été présentés par le département, et ce sont de très bons partenaires. Avenant au contrat de maintenance des ordinateurs, c'est l'ajout d'un poste. Convention pour l'utilisation de l'équipement sportif géré par le syndicat intercommunal du collège d'Esbly. Le collège d'Esbly a une classe Ulysse vers laquelle nous envoyons un enfant. Et il est convenu, lorsque des enfants sont scolarisés dans des établissements qui ne correspondent pas à leur carte scolaire, qu'une compensation financière est versée par la commune qui envoie l'enfant au bénéfice de la commune qui le reçoit. Ce n'est pas indiqué dans la décision, mais il s'agit de 200 € par an. Contrat de maintenance des fontaines d'eau. Donc 192 € par mois et par fontaine sur 3 ans. C'est ce qui remplace, on a acheté avant énormément de packs d'eau en bouteille, et on a maintenant un contrat pour la fourniture de fontaines d'eau. Renouvellement du contrat NeoCity. Donc NeoCity, c'est la société qui nous fournit une partie de nos prestations de communication, notamment l'application mobile de la commune. Point d'importance qui avait été évoqué en commission d'urbanisme, délégation du droit de préemption urbain à Épamarne concernant un bien cadastré, section B 234, rue du Cimetière à Chanteloup-en-Brie. Alors les droits de préemption urbaine, vous savez que nous sommes dans une zone d'habitat tendu, ce qui fait que toutes les transactions immobilières, pour être valablement conclues, doivent d'abord faire l'objet d'une consultation de la commune pour savoir si la commune décide de préempter, c'est-à-dire se substituer à l'acheteur ou non. D'ailleurs, en annexe, vous avez toutes les décisions de non-préemption qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal, depuis les 2 derniers conseils municipaux en réalité. Et là, en fait, il s'agit d'une préemption. Alors, la préemption n'a pas été réalisée directement par la commune, parce que pour préempter un terrain, il faut avoir l'argent pour le faire. Elle a été préemptée c'est en cours de préemption par Épamarne. Pour vous situer, il s'agit de la parcelle, je ne vais pas citer le nom de l'ancien propriétaire, la grande parcelle longitudinale qui est derrière l'église.
Vous voyez entre l'église et le parking de la mairie. C'est une parcelle qui est encastrée, enfin qui est enclavée, qui n'a pas d'accès directement sur la route, donc qui n'a pas une très très grande valeur vénale. En revanche, dans le projet de révision du PLU, que ce soit le projet qui avait été porté par l'équipe précédente ou le nôtre, il y a ce qu'on appelle une opération programmée, une OAP sur le quartier du bourg, qui fait qu'il y a un grand intérêt à conserver le contrôle du foncier dans ce coin-là. Il ne faut pas qu'il y ait des opérations immobilières ou des transactions qui empêcheraient la commune, le moment venu, d'y faire ce qu'elle souhaite y faire. Il y a d'autres mécanismes pour préempter sans sortir l'argent, c'est des mécanismes de portage foncier. Il y a des établissements qui sont ad hoc, qui ont été créés, surtout par la région. Mais le problème de ces portages fonciers par les PIF notamment, c'est qu'ils sont temporaires, que si au moment où le portage arrive à expiration, eh bien, nous n'avons pas de projet, eh bien, nous devons acheter le terrain dans des conditions qui ne sont pas forcément favorables. Et de toute façon, les PIF mettent comme condition au portage qu'il y ait du logement social, ce qui n'est pas notre intention dans cette partie de Chanteloup. Donc nous avons demandé à EPAMarne de nous remplacer, donc de sortir l'argent pour garder ce terrain, en sachant qu'ils ne pourront rien en faire, mais c'est un service qui nous rend. Nous les remercions ici, à leur charge bien sûr de l'entretenir et de se comporter en bon père de famille à l'endroit de ce terrain. Voilà. Modification de la régie enfance. Alors c'est pour permettre aux concitoyens de régler leur facture du service enfance par carte bancaire sur place avec un terminal de paiement. Contrat de maintenance des systèmes et matériels de protection incendie de la collectivité, classique, donc 8 048 € pour les alarmes, les RIA, les extincteurs et leur révision. Ensuite, on arrive sur une série de demandes de subventions. Dans le cadre du fonds de transition écologique. Les fonds verts de l'État ont pour relais, pour courroie de transmission les EPCI, donc pour nous la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. À ce titre, nous avons fait des demandes de subventions pour le remplacement des chaudières de la commune. Vous avez un petit peu frais ce soir, il fait 16 degrés, nous avec toutes nos excuses, mais c'est une chaudière d'époque, je ne sais pas à quelle époque elle a été achetée, mais en tout cas elle rend l'âme, donc elle sera changée le mois prochain, et donc nous bénéficions de 50% de subventions dans le cadre des fonds de transition écologique. Donc on va les énumérer. Une demande de subvention auprès de la CAMG concernant le projet. Alors il y a des chaudières et des projets de renaturation, notamment la renaturation de la rue qui chante pour 28 817 €. Ça correspond à 50% du projet. On a bénéficié d'une autorisation de commencement anticipé des travaux, donc c'est un petit bout qui a déjà été fait rue qui chante, mais au total il y a 56 000 € consacrés à la renaturation de cette rue. Donc, et la moitié financée par la CAMG. Ensuite, il y a une demande de subvention auprès de la CAMG concernant le projet de pose de panneaux photovoltaïques sur la halle des rencontres. Alors ça, c'est intéressant. Alors déjà, je commence par vous dire que la demande de subvention est faite, mais le projet ne sera pas lancé. En tout cas, pas à terme visible. On prend position. Il y a un plan, un schéma territorial des énergies et une grande incitation de l'État à équiper les bâtiments publics de panneaux photovoltaïques. La difficulté que nous rencontrons, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas beaucoup de bâtiments publics qui se prêtent à l'installation de panneaux photovoltaïques. La mairie, par exemple, la mairie historique, a un très petit toit. Eh bien, j'ai demandé à Gérard Villaume s'il était d'accord, parce que c'est quand même lui qui est un petit peu, enfin, qui est à l'origine du déplacement, de l'installation de cette halle de rencontre à cet endroit, s'il verrait une objection à ce que nous y installions des panneaux solaires du côté sud, parce que là, on a quand même 200 mètres carrés plein sud. Il a dit que non, et il était même plutôt favorable. En revanche, là où nous butons, c'est pas tellement sur le côté esthétique, parce que maintenant il y a des solutions qui sont très satisfaisantes, c'est pas tellement sur le montage financier, puisqu'aujourd'hui Enedis propose des solutions d'autoconsommation collective, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre à vil prix l'électricité produite et de racheter très cher à Enedis l'électricité que nous consommons, il y a une espèce de pool qui est fait, et nous pouvons déduire de notre consommation la production que nous versons dans le réseau. Donc ça, c'est très très intéressant. Le problème, c'est qu'en fait 230 mètres carrés, c'est trop grand pour un installateur de type artisan, et c'est trop petit pour les installateurs de type un peu plus industriel qui, eux, préfèrent se concentrer sur les grandes fermes photovoltaïques qu'on voit apparaître. Il y en a une à Saint-Thibaud-des-Vignes, par exemple. Donc on met ça de côté pour l'instant. On a la notification de la subvention, on sait qu'il n'y aura pas de problème de financement. C'est des projets qui sont amortis en gros sur 10 ans. Mais on va attendre de trouver le prestataire qui est capable de nous le faire au bon prix et dans les bonnes conditions. Donc affaire à suivre.
Demande de subvention auprès de la CMG concernant le changement de chaudière. Donc là, c'était pour la ferme du pavillon, donc le bâtiment qui abrite notre centre de loisirs. Une demande de subvention auprès de la CMG concernant le changement de chaudière du bâtiment Jean Moulin. La salle des fêtes et Jean Moulin, donc l'annexe de la mairie qui est juste à côté, partagent la même chaudière. Ensuite, un avenant au contrat de location des véhicules de la commune. Il s'agit de la modification du statut juridique de la société. Il n'y a pas d'impact tarifaire, c'est le loueur en fait qui change de nom. Voilà. Donc ça, c'était pour les décisions du maire. Y a-t-il des questions sur ce qui vient d'être dit? Non. Alors dans l'autre grande catégorie de décisions, ce sont les décisions d'aliénés. Là, en l'espèce de décision de préempter. Donc là, en l'espèce de non-préemption, il y en a toute une série. Si les élus de l'opposition ont des questions, qu'ils se rapprochent du service urbanisme, vous aurez tous les détails. Voilà pour les décisions du maire. On va maintenant aborder le point du jour tel qu'il vous a été envoyé avec les convocations. Le premier point, bien évidemment, concerne l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Vous l'avez reçu. Y a-t-il des questions, des objections, des commentaires qui seraient contre l'approbation de ce procès-verbal? Donc 5 avec le pouvoir de M. Hamdi. Qui s'abstiendrait? Merci. Nous avons ensuite 2 délibérations de nature financière. La première qui concerne une décision modificative. Donc les décisions modificatives, c'est les décisions qui sont prises en cours d'année qui permettent d'ajuster le budget primitif voté en avril à la réalité de l'exécution budgétaire. Il y en a eu c'est pas mal en 2022, pas en 2023. Là, on va faire une. Je pense qu'il y en aura peut-être encore une en décembre pour faire un atterrissage budgétaire correct, mais ce n'est pas encore certain. Je vais passer la parole à M. Pambou qui va nous la présenter. Tu dois maintenir le doigt sur le micro. Ok, merci Monsieur le maire. Alors donc je vous propose de délibérer sur la première décision modificative, comme l'a rappelé Monsieur le maire. La décision modificative a pour objet donc de modifier les inscriptions qui ont été faites au budget de la ville voté au mois d'avril dernier. Alors cette décision modificative porte sur la section de fonctionnement et sur la section d'investissement également. Alors en fonctionnement, il s'agit essentiellement de faire des virements de crédit. Il n'y a pas d'impact sur le volume du budget, sur la partie fonctionnement. Il s'agit donc de passer des crédits de certains comptes à d'autres comptes. Donc c'est des plus et des moins. Au total, il y a une neutralisation. Donc il n'y a pas d'impact sur le volume du budget qui a été voté au mois d'avril. Par contre, en investissement, il s'agit donc d'inscrire des crédits en dépenses et également en recettes. En dépenses, on inscrit au total 81 000 euros de crédit. Alors c'est pour financer en fait les travaux, les changements de 2 chaudières et ensuite un surcoût lié en fait à l'assainissement par rapport aux travaux qui ont été réalisés au niveau de la cour du Loupio. Et en recette, il s'agit donc d'acter 2 notifications de subvention dans le cadre du fonds d'aménagement communal. C'est c'est 2 subventions du département pour un total de 60 000. Donc, pour conclure, en fonctionnement, pas d'impact au budget. En investissement, 80 000 en dépenses et 60 000 en recettes. Donc, il y a plus de dépenses que de recettes. Pourquoi? Tout simplement parce que au budget primitif, on a voté plus de recettes que de dépenses. Donc, on considère que le budget est équilibré dans l'ensemble. Voilà. Donc, je vous propose de passer au vote. À moins qu'il y ait des questions sur cette décision modificative? Non? Qui serait contre cette décision? 5. Qui s'abstiendrait? Merci. Deuxième point financier, là je vais garder la parole, qui concerne le lancement d'un marché public pour l'entretien des espaces verts. Vous savez qu'à Chanteloup, une partie de l'entretien des espaces verts, des espaces paysagers, est assurée par notre régie municipale, notre service technique, et l'autre partie est confiée à un délégataire dans le cadre d'un marché. Aujourd'hui, le délégataire, c'est Saint-Germain Paysage. Le marché arrive à échéance l'an prochain, donc il convient d'en lancer
aujourd'hui un nouveau, de manière à désigner un nouveau ou à confirmer le prestataire pour une nouvelle période. Le passage de marché est un service mutualisé de Marne-et-Gondoire, donc c'est eux qui se chargent d'ouvrir les plis, de convoquer les commissaires et de notifier les décisions. Un mot quand même sur le volume du marché, je crois que c'est intéressant. Le marché précédent, alors le marché que l'on propose d'ouvrir aujourd'hui est composé de deux parties. Une partie forfaitaire, c'est-à-dire une partie sur laquelle la commune s'engage auprès du délégataire désigné, donc une somme fixe qui a dépensé chaque année et qui s'élève à 150 000 € hors taxes par an. Et une partie à bon de commande, c'est-à-dire une partie qui est déclenchée prestation par prestation sur la base d'un catalogue en fait de prestations et de tarifs associés pour un montant de 80 000 € hors taxes. Pour mémoire, le marché qui arrive à échéance avait également deux parties, 150 000 € pour la partie forfaitaire et 50 000 € pour la partie BPU, donc la partie prestation. Vous notez donc que la partie forfaitaire demeure identique, 150 000 €, en sachant quand même que depuis 3 ans ou 4 ans, le domaine public, donc les espaces qui sont à entretenir, se sont agrandis, puisque au fur et à mesure que la ville se développe, au fur et à mesure que des rétrocessions de programmes immobiliers ou de programmes immobiliers, parce que les zones économiques sont entretenues par l'agglomération, sont rétrocédés à la commune, et bien notre domaine augmente. Alors comment avons-nous obtenu que le marché n'augmente pas, bien que notre domaine lui augmente? Eh bien en réduisant le nombre de prestations au délégataire et en demandant à notre service technique de réaliser plus de tâches simples, typiquement les tontes. Il y a moins de tontes qui sont dans le nouveau marché que dans le marché précédent. On conserve un délégataire, un prestataire extérieur, c'est très important pour des tâches qui sont plus techniques, plus délicates, ou pour lesquelles nous n'avons pas forcément toujours le personnel certifié, enfin qualifié, notamment les lagages, la taille de haie, etc. Tout ce qui est nettoyage du fil d'eau, les choses un petit peu plus techniques. Le BPU, donc la partie à bon de commande, nous l'avons augmenté, en sachant qu'on n'est jamais obligé d'y avoir recours, mais c'est selon nous une sécurité. On pense notamment par exemple aux épisodes neigeux. On n'a pas vu ça depuis un certain temps, mais on ne peut pas exclure complètement qu'une année nous nous retrouvions bloqués par la neige. Eh bien, nous pouvons dans ces cas-là faire appel au délégataire qui interviendra sur la commune, moyennant la facturation des prestations ad hoc. Voilà. Donc là, il s'agit de passer une délibération pour autoriser le maire, pas pour désigner un prestataire, mais pour autoriser le maire à ouvrir ce marché, donc à confier à Marne-et-Gondoire la charge administrative de mener à bien ce marché dans les conditions que je viens de vous décrire. Donc avec deux parties, 150 000 € hors taxes par an pour la partie forfaitaire et 80 000 € hors taxes par an pour la partie à bon de commande. Y a-t-il des questions? Madame Munier. Alors, vous dites que c'est le même montant que précédemment, oui, sauf qu'il y a moins de passages. Il y a moins de passages, mais sur un domaine plus grand. Ben oui, justement, avec toutes les rétrocessions qui vont être faites, il va y avoir beaucoup plus d'entretien. Vous allez embaucher, recruter du personnel technique? C'est ce que je viens de vous expliquer. En réalité, on est à un cadre ISO, puisqu'il y a moins de passages sur un domaine plus grand. C'est pour ça que le prestataire n'est pas obligé de mobiliser des ressources supplémentaires. Mais nous avons, vous l'avez sûrement remarqué, depuis quelques années, recruté beaucoup au service technique. Ils sont équipés. Ils sont tout à fait en mesure de réaliser 3 tontes supplémentaires par an. Ils le font déjà d'ailleurs. Mais il n'y a pas que les tontes, il y a les tailles des haies et tout ça. Alors les tailles des haies, c'est essentiellement assuré par le délégataire. Vous avez dû voir, comme nous tous, que il y a beaucoup les habitants se plaignent parce qu'il y avait beaucoup de tailles qui n'étaient pas faites et tout ça. Et quand je vois qu'on va encore diminuer justement le passage des tailles. Alors c'est pas les tailles qu'on diminue, pas du tout, c'est les tontes, les choses qui sont. Je viens de le dire à l'instant, c'est dommage que vous n'ayez pas été très attentive. Tout ce qui constitue des gestes techniques simples peuvent être réalisés très facilement et à moindre coût en régie. Et c'est la politique que nous suivons en fait depuis le début de ce mandat. Nous reprenons en régie les prestations qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. On l'a fait pour le service ménage par exemple, qui a permis de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économies. On l'a fait pour différents services et c'est ce que nous avons l'intention de faire également pour l'entretien paysager.
Enfin, il y a les chemins et tout ça qui ne sont pas bien entretenus. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est le prestataire, il faudra lui faire des remarques. Alors, parce que franchement... Alors, moi, je tiens ici publiquement à remercier le prestataire qui, je trouve, fait un très bon travail, répond présent dans des conditions parfois climatiques qui sont délicates. Moi qui me balade pas mal dans Champlou, je trouve qu'il y a des chemins qui sont vraiment pas entretenus. Hein. Oui, bah, tout finit par être bien entretenu. Et moi, pour qui me balade pas seulement à Champlou, mais sur tout le territoire, je pense que globalement, Champlou est une des villes qui se tient le mieux. Je dirais pas ça. Oui, mais c'est votre rôle d'opposante, Mme Munier, il n'y a pas de problème. Bon. On ne se vexe pas. C'est pas parce que je suis opposante, excusez-moi. Ah bah écoutez, le fait est, la ville est bien entretenue. Moi, je peux pas. Mais votre micro, Mme Munier, votre micro. Parce qu'on est dans la majorité, on doit. Tout est bien. C'est juste parce qu'on est dans l'opposition qu'on a le droit de critiquer. Mais non, Madame Munier, mais le fait est que vous critiquez parce que vous êtes ici représentante de l'opposition. C'est normal que vous émettiez des arguments contradictoires. C'est votre fonction, c'est bien pour ça que vous êtes là. Donc, alors, qui est opposé à me donner l'autorisation d'ouvrir ce marché d'espace paysager? 5. Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, rendez-vous au fur et à mesure de la procédure qui sera gérée par Marmé Gondouin. Voilà pour les parties financières. Nous allons maintenant aborder des délibérations d'urbanisme, en commençant par des rétrocessions. Nous en parlions à l'instant. Alors c'est une rétrocession, on va commencer par celle qui concerne les parcelles YA 445, 446, 447. Pour vous situer, c'est le haut de l'allée du Prémalat. Alors ce sont des logements qui ont été livrés il y a longtemps, puisque c'était, je pense, à la toute fin du mandat précédent, mais dont les parties communes n'avaient pas pu être rétrocédées faute de dossiers de recollement. Mon prédécesseur avait à juste titre refusé la rétrocession, puisqu'il n'est pas question de faire entrer dans le domaine public un domaine dont on ignore la constitution, où sont les canalisations, où sont les égouts. Imaginez qu'un jour nous ayons à intervenir. On ne peut pas imaginer avoir à refaire un audit et une étude de sol pour savoir où sont les passages de câbles. Le constructeur avait un petit peu disparu, les copropriétaires n'étaient pas en situation de donner de plan de recollement. Ça a duré longtemps et finalement, je suis allé avec EPAMarn dans les archives et on a retrouvé un dossier de recollement complet. Donc on a pu compléter le dossier de rétrocession et aujourd'hui, nous présentons devant le conseil municipal la délibération qui va nous permettre d'avancer dans la rétrocession longuement attendue des lotissements du haut des Prémalats. Y a-t-il des questions sur cette rétrocession? Non. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Je vous remercie. Et une deuxième rétrocession, la plus simple, puisque c'est un tout petit domaine, un cours de la Gondouar. Alors c'est 3 maisons de mémoire, 3 ou 4 peut-être, vous savez, derrière le garage Lucas. Donc c'est un petit bout, un petit accès véhicule, goudronné. Là, la demande ne nous a pas été faite par une association syndicale libre ou une AFUL, puisqu'elle n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'en annexe de la convocation, vous avez les autorisations qui ont été données par chacun des copropriétaires pour procéder à cette rétrocession. Donc là, il n'y a pas de difficulté, c'est une rétrocession assez simple. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Merci. Je voudrais juste dire qu'on s'abstient parce qu'on n'a pas la certitude que tout est correct, que tout est en l'état. Alors, qu'est-ce qui vous manque comme on n'a pas de rapport. Ok, si vous voulez. Ensuite, approbation du rapport d'artificialisation des sols pour la période de 2020 à 2023. Alors ça, c'est une nouveauté. C'est encore, ça fait partie encore de ces obligations déclaratives que l'État invente régulièrement. Alors là, en même temps, il ne faut pas trop se plaindre, puisque ce n'est pas nous qui avons fait le rapport, mais l'État lui-même, sur la base de données collectées par diverses sources. Si vous avez eu la curiosité de lire ce rapport, vous verrez qu'il est quand même assez lacunaire, assez même défaillant, je dirais, sur le côté projection. Je pense que c'est quelque chose qui a amené à s'étoffer au fil des années, d'autant plus que parallèlement au rapport sur l'artificialisation, nous avons maintenant une obligation de présenter un rapport sur la désartificialisation. Donc j'espère que les deux vont fusionner en un seul document à un moment, on l'espère. Donc il s'agit là, dans cette délibération, pas de décider de quelque chose, mais de prendre acte que nous avons reçu du service ad hoc
ce rapport, que nous en avons pris connaissance et que nous en avons débattu. Donc moi, les commentaires que je peux faire sur ce rapport, c'est ceux que je viens de faire à l'instant. Moi, je le trouve assez lacunaire, mais on imagine que c'est un exercice qui est en cours de construction, qui s'améliorera au fil du temps. Vous voyez, par exemple, ils n'ont pas pris en compte le fait que nous avons comme des zones d'activité qui se sont développées depuis 2 ans. Là, quand on regarde le rapport, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'artificialisation depuis 2022, c'est faux. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de programme de logement nouveau, ça c'est exact. En revanche, la partie économique s'est très développée. Rappelez-vous, quand on est arrivé, il y avait quand même rue La Découverte, rue des Temps Modernes, des grands espaces qui restaient à aménager et qui le sont maintenant. Ça n'apparaît pas. Donc à suivre. C'est un rapport que nous devrons présenter en conseil municipal tous les 3 ans. Donc on imagine que dans 3 ans, le rapport se sera étoffé. Donc voilà. S'il y a des questions ou des commentaires à faire sur ce rapport, eh bien c'est maintenant qu'il faut le faire, puisque c'est l'objet précisément de cette délibération. Non. Donc s'il n'y a pas de questions, nous allons prendre acte du rapport tel qu'il nous a été transmis. Et puis on se donne rendez-vous au moins dans 3 ans, avant si on nous le demande, pour un nouveau point d'étape sur l'artificialisation et la désartificialisation des sols de Chanteloup-en-Brie. Voilà. Ensuite, oui, donc qui serait, non, on n'a pas mis au vote, donc qui serait, donc non, parce qu'on prend acte, donc qui serait contre ce rapport, qui estimerait que ce rapport est, voilà, qui s'abstiendrait. Oui, à la limite, vous savez, on pourrait tous s'abstenir. Je trouve que ce serait même très bienvenu. Je ne sais pas quelles conséquences juridiques ça aurait si on s'abstenait tous. On va quand même l'approuver parce qu'on ne va pas mettre les services de l'État en difficulté, mais je comprends tout à fait le sens de votre abstention. Oui. Donc très bien. Le point suivant concerne la sectorisation de la commune de Chanteloup. Alors ça, c'est un point important donc, qui concerne les collèges. Historiquement, enfin en tout cas moi aussi loin que je remonte dans ma mémoire, nos enfants partaient au collège aux 4 Arpents à Lagny-sur-Marne. Voilà. Le territoire se développe, évolue, les répartitions démographiques aussi changent. À partir de 2025, nos enfants iront au collège Joséphine Baker de Bussy-Saint-Georges. Alors ça c'est une demande ancienne qu'on avait fait, je pense tous, de trouver un collège qui était plus près de Bussy que les 4 Arpents. On a tous comme les souvenirs d'épisodes de grève ou d'épisodes d'intempéries où le bus ne passe pas et puis on voit 150 enfants sur la route entre Conches et Lagny-sur-Marne. Bon, Joséphine Baker, c'est pas à la porte à côté non plus, mais c'est quand même deux fois plus près. Et là, le grand intérêt qu'il y a, c'est que vous voyez qu'il y a des travaux d'aménagement de pistes cyclables et de voies piétonnes entre la Jonchère et Bussy-Saint-Georges. Avec cette nouvelle sectorisation, eh bien, le département aura un intérêt très fort à continuer ces aménagements entre la Jonchère et Chanteloup-en-Brie. Donc ça fera enfin une connexion douce entre notre ville et Bussy, qui manquait et qui était attendue depuis très longtemps. Alors Joséphine Baker, pour mémoire, c'est le collège qui est juste à côté du collège Claude Monet. Vous voyez le gymnase Laura Flessel, eh bien, il est flanqué de 2 collèges, Claude Monet d'un côté, Joséphine Baker de l'autre. Alors il y a une petite communication qui a été faite sur Facebook, mais tout le monde n'a pas Facebook, alors je vais reprendre un petit peu les détails de la procédure, en sachant que tout n'est pas encore arrêté. Il y a une commission ad hoc qui réunira le département qui est en charge des collèges et l'académie en décembre pour fixer tous les détails, mais pour que cette commission, pour que ce comité puisse se tenir, il faut que nous ayons préalablement délibéré pour accepter et approuver cette nouvelle sectorisation. C'est un nouveau collège, donc on part de rien. Donc le principe des nouveaux collèges, c'est qu'ils ouvrent une classe par an. On commence par les 6e, l'année suivante les 5e, etc. Or, même si le collège Joséphine Baker n'a pas accueilli physiquement d'élèves l'an passé, il y avait quand même une 50aine d'élèves de Bussy-Saint-Georges qui administrativement étaient rattachés à Joséphine Baker cette année et qui reçoivent leurs cours à côté à Claude Monet. Ce qui fait que l'an prochain, les classes de 5e seront ouvertes. Elles seront ouvertes certes pour les enfants de Bussy-Saint-Georges, mais il n'est pas encore certain qu'ils le soient pour les enfants de Chanteloup-en-Brie. Ça sera l'objet de la discussion de décembre. Y aura-t-il un régime dérogatoire? Certainement. S'agira-t-il de dérogation individuelle ou d'une dérogation collective? Ça reste à définir. Et ça, c'est un point qui fera l'objet de toute façon d'une réunion publique en début d'année prochaine, organisée par le département.
Il n'y aura pas de quatrième, puisque le niveau quatrième n'existe pas, enfin il n'existe pas en tout cas en 2025, et là, il n'y a pas de troisième non plus, puisque là c'est le Code de l'éducation nationale qui ne permet pas la réorientation des enfants en phase de troisième, hein, dans l'optique du brevet du collège. Donc 2025, rentrée 2025, tous nos CM2 sont fléchés vers Joséphine Baker, et la question des enfants qui aujourd'hui sont en 6e en 4 arpents reste en suspens et sera actée plus tard dans l'année. Voilà. Y a-t-il des questions? On vous écoute. Alors déjà, c'est pas la première fois que les enfants de Chanteloup vont sur Bussy, reviennent, enfin, il y a eu beaucoup de va-et-vient. Moi, ma question, c'est, je voudrais connaître le montant de la participation annuelle à l'investissement. Un investissement de quoi? Du collège. Pour qui? Et pour la commune de Chanteloup. Personne. C'est notre collège de secteur. Ah oui, mais même on a toujours eu des sectorisations, mais on participait toujours à l'investissement du collège dans lequel on allait. Pas du tout. L'investissement du collège, c'est le département qui le porte. Oui, mais ça a toujours été. Hein. Bon, en tout cas, on n'a jamais rien payé pour les 4 arpents. Non, mais les 4 arpents, il était tellement ancien que voilà, c'était fini. Mais on a payé pour le collège... Anne Frank, pour celui à côté de Rondeau, là-bas. À chaque fois qu'on a eu des enfants qui sont allés dans un collège à Bussy, on a toujours participé à l'investissement. Ben là, le collège est construit, il est livré. Et en fait, le collège Joséphine Baker, c'est l'ancien collège Monnet qui est reconstruit. Il est construit, il est financé par des emprunts. Donc, on participait tout le temps. L'espèce, nous ne participons pas. Moi, j'ai juste une question par rapport à l'évolution démographique de Bussy. Ok, nos enfants sont donc sectorisés pour aller à Bussy. Qu'en sera-t-il dans 5 ans où la hausse de la population de Bussy va augmenter? Où vont se retrouver du coup les enfants de Chanteloup? Est-ce qu'on ne va pas les rebasculer soit à Marseille-Rivière, soit aux 4 arpents, parce qu'on est au milieu de 3 grosses villes, Montévrain, Lagny et Bussy. Donc voilà, quelle est la sécurité que les enfants, pour une pérennité assez longue, puissent rester à Bussy du coup? Alors je ne sais pas quelle est pour vous la longueur d'une pérennité. Aujourd'hui, on parle du 4e collège de Bussy-Saint-Georges. Hein, donc Joséphine Baker, c'est le 4e collège. Il faut savoir que ce collège est nouveau, il est vide. Donc nous allons le remplir à partir de 2026. Et que le département a décidé de ne pas construire le 5e collège, parce qu'il y a un 5e collège à Bussy-Saint-Georges qui est prévu, parce que la population de Bussy-Saint-Georges a baissé l'an passé. Il n'y a pas eu de livraison de nouveaux programmes, comme à Chanteloup d'ailleurs, depuis 2022. Et le 5e collège que le département devait initier, en tout cas d'un point de vue financier, l'an passé, est repoussé sine die. Donc le temps que Joséphine Baker se remplisse, qui prendra, je pense, au moins 2 cycles complets de 4 années, et que le 5e collège soit construit et se remplisse de nouveau, nos enfants resteront sur cette sectorisation, en tout cas tout ce temps-là. Après, si vous me demandez ce qui se passera à partir de 2040-2050, je ne suis pas en état de vous répondre. Mais aujourd'hui, la situation est celle-ci. Elle est surprenante, elle est un peu contre-intuitive, mais la population de Bussy-Saint-Georges a baissé. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui n'est pas que luxembourgien. Hein, Chanteloup-en-Brie a perdu 90 enfants dans ses écoles depuis 2019. Voilà. D'autres questions ? Je vous propose donc de passer au vote. Qui serait contre le rattachement de Chanteloup-en-Brie au secteur de Joséphine Baker pour ses collégiens? Alors, c'est pas très clair. Donc, Madame Munier 2 avec Monsieur Hamdi, Monsieur Bouchama contre, Monsieur Ateba? Moi, je m'abstiens. Vous vous abstenez. Madame Gilliot? M'abstiens aussi. Ok, donc 3 contre, 2 abstentions. Eh bien, je vous remercie. Ensuite, des points qui concernent les relations avec la communauté d'agglomération de Marnay-Gondoire. Convention constitutive du groupement de commandes pour la location de cars avec chauffeur. Donc ça, c'était une convention qui existait depuis longtemps, qui avait des échéances qu'il faut renouveler. Il y a une différence par rapport à la convention précédente, hein, c'est que la convention précédente distinguait la location de cars récurrentes, typiquement emmener les enfants à la piscine, et les locations ponctuelles. Là, pour permettre à la communauté d'agglomération d'avoir un meilleur poids dans ses négociations avec le loueur de cars, il n'est fait qu'un seul lot. Donc nous pourrons
prendre dans la location d'un seul lot à la fois les cars qui serviront régulièrement à envoyer nos enfants par exemple à la piscine et ceux que nous louons de temps en temps pour des sorties. Voilà. Pour le reste, eh bien, les conditions sont les mêmes. Qui serait contre le renouvellement de cette convention? Qui s'abstiendrait? Merci. Voilà. Alors ensuite, je vais passer la parole à Monsieur Direz pour un point qui concerne sa délégation auprès de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et qui concerne la fixation de la redevance due en cas de dépôt sauvage. Oui, donc la volonté de la communauté d'agglomération est de sanctionner effectivement les déposants qui font des dépôts sauvages. Et en conséquence, la communauté investit dans des pièges photographiques reliés avec un petit peu d'intelligence qui va permettre de détecter les déposants. Parce qu'on avait déjà mis en place des pièges photographiques, mais malheureusement, il y avait tellement d'alertes qu'il était difficile de tout voir. Là, c'est beaucoup plus intelligent. Il détecte vraiment lorsqu'un dépôt est fait et également, c'est couplé à un logiciel qui va initier la procédure. Donc, la communauté d'agglomération souhaite sanctionner les déposants en se basant sur l'article L541-3 du Code de l'environnement. Et pour ce faire, donc, il souhaite que le conseil municipal vote des grilles de sanctions en cas de dépôt sauvage. Donc vous avez la grille qui vous a été... Alors justement, la grille n'a pas l'air très lisible. J'ai demandé à M. Couture d'aller en imprimer. Je l'ai fait. En fait, la colonne qui manque, c'est simplement en cas de réitération du dépôt, où là, il y a une sanction supplémentaire donc de 1 000 € pour tous les types de dépôts. Donc l'amende se veut quand même être assez dissuasive et en fonction de la typologie du dépôt et de son importance, elle va de 500 € à 14 000 €, plus 1 000 € en cas de récidive. Je ne sais pas si certains ont des questions sur le sujet. Effectivement, lutter contre le dépôt sauvage, je pense que c'est normal au vu de l'écologie, le respect de l'écologie et de l'environnement. Après, la question sur l'utilisation des images derrière, comment ça fonctionne, puisqu'effectivement la personne qui va faire un dépôt sauvage sera sanctionnée puisqu'on aura l'immatriculation du véhicule, l'identification de la personne, et quel est le délai de latence pour contrôler ceci, les images, ou les supprimer? Alors, lorsqu'un dépôt est fait, justement, le logiciel prévient automatiquement les services de Marne-Gondoire qui informeront donc le référent de chaque commune. Un référent a été identifié sur chacune des communes. Et donc, on aura une assistance par le logiciel, mais aussi par les services de Marne-Gondoire pour initier la procédure afin de sanctionner les déposants. Je crois que la question de M. Théba, c'était celle des délais, etc. dans la procédure. C'est une procédure contradictoire. D'accord ? Donc il y a tout de suite une prise d'attache avec le contrevenant, enfin en tout cas la personne qui était identifiée. Et au terme de cette procédure, eh bien, la redevance, alors on ne dit pas amende, bien que ça y ressemble bigrement, mais c'est un problème de seuil. Arrivé à un certain seuil, on ne peut plus parler d'amende administrative. Donc là, c'est présenté comme une redevance pour un service en fait de retrait de déchets sauvages. Oui, le délai de la procédure contradictoire, c'est 10 jours. Donc le DGS est parti, vous cherchez la grille. Nous, on a pris comme option avec M. Direz et en concertation avec le bureau de reprendre la grille tarifaire proposée par Marne-et-Gondoire. Bien évidemment, on peut imaginer que chaque commune ait sa propre grille, mais on a estimé que d'un point de vue de cohérence, il valait mieux que nous alignions sur la grille tarifaire de Marne-et-Gondoire, ce qui permettait d'éviter des effets d'aubaine, en se disant, voilà, peut-être que les contravenants se diraient, bon, ça coûte moins cher de déposer tel type de déchets à Chanteloup, donc on va les mettre à Chanteloup plutôt qu'à la ville voisine. Et pour les voitures immatriculées à l'étranger, notamment dans certains pays de l'Est, comment est-ce que c'est du coup la police nationale qui va s'en charger pour nous aider ou pas ?
c'est le même cas que pour toutes les infractions. Juste une petite précision, parce que c'était peut-être pas forcément très clair, il s'agit de pièges photographiques. Ce ne sont pas des caméras de surveillance, ce sont des appareils photo qui se déclenchent lorsque l'intelligence artificielle en fait identifie des comportements qui ressemblent à un dépôt sauvage. Voilà. Donc c'est pour ça que ce n'est pas exactement le même cadre réglementaire que les caméras. Et ces caméras sont itinérantes. C'est-à-dire qu'elles sont déplacées d'endroit en endroit. Vous savez, un petit peu comme les radars pédagogiques que chaque commune, on en a 2 par an, on identifie je parle sous le contrôle de M. Direz, on identifie les endroits qui nous semblent faire l'objet de dépôts sauvages ou qui pourraient l'être, et Marne-et-Gondoire se charge d'installer des pièges photographiques, de les gérer. Administrativement, le pouvoir de police, c'est nous qui le conservons, parce qu'on sait que l'agglomération n'a pas de pouvoir de police. En revanche, c'est eux qui sortent automatiquement les procès-verbaux, etc. Il n'y a plus qu'à les signer et à les envoyer. Après, pour le reste de la procédure, comme pour tout le reste, on n'a jamais la garantie que tout arrive à bout, mais le système fonctionne, est déjà employé à certains endroits et donne des résultats. Donc l'idée, c'est de le développer à l'échelle de l'agglomération. Comment on fait la différence entre une voiture qui se promène et quelqu'un qui... Enfin, je veux dire, c'est... Alors, si la photo est prise juste une voiture qui est là et qui ne fait rien... Alors, comment? Je pense que c'est assez difficile, parce que c'est effectivement l'intelligence artificielle. Effectivement, il y a eu, j'imagine, une analyse qui a été faite qui, quand certaines données remontent à la caméra, on identifie qu'il s'agit d'un dépôt sauvage. C'est justement tout le problème, c'est qu'avant, on avait des pièges photographiques qui alertaient pour tout et pour rien. C'est les fameux pièges que vous pouvez voir, notamment que les chasseurs mettent pour repérer les animaux ou les agents qui surveillent les forêts. Et là, il y avait beaucoup trop d'alertes. Là, justement, le fait qu'il y ait une intelligence artificielle va permettre effectivement de détecter non pas le promeneur qui passe, mais bien la personne qui fait un dépôt. Voilà. Et ce que tu dis a du sens, et c'est pour ça aussi qu'il y a une procédure contradictoire. C'est qu'on ne pourrait pas imaginer un système dans lequel les amendes tombent automatiquement, parce que malgré tout, il reste une marge d'interprétation. On peut très bien imaginer des situations qui ressemblent furieusement à un dépôt sauvage, mais qui n'en est pas en fait. C'est la commune qui est... Non. Nous, la commune, notre rôle, en fait, c'est de mettre en œuvre notre pouvoir de police. C'est-à-dire que nous recevons un procès-verbal type qui est rempli automatiquement par l'application associée au piège photographique. Nous signons, nous envoyons. Voilà. Après, se déclenche la procédure ordinaire, donc le contrevenant, ou en tout cas la personne identifiée comme telle, reçoit la notification de ce procès-verbal, peut le contester sous 10 jours, et là c'est une procédure ordinaire. Et qui décide de l'emplacement? C'est nous. Et qui touche l'argent, c'est vous aussi? Alors les amendes, c'est nous aussi. Voilà, c'est assez rare. Oui, c'est rare. Attends, excuse-moi, parce que sinon on fait un larcène. Oui, ça mérite, mais c'est bien. Ça mérite le fait d'être noté, parce que surtout une commune de moins de 10 000 habitants, donc nous ne touchons jamais d'amende. C'est-à-dire que même quand les amendes de stationnement, les amendes, tout ce que vous voulez, ça tombe dans un pot commun de la police nationale. On peut en récupérer un petit peu dans le cadre de subventions, mais c'est assez complexe. Là, c'est un cas assez rare d'une amende dont nous touchons le produit. Et ça, pour une raison assez simple, c'est que ce n'est pas une amende, c'est une redevance. Voilà aussi pourquoi est-ce qu'on appelle ça redevance. C'est un service que nous facturons aux personnes qui ont déposé des déchets là où ils ne devaient pas y être, vraisemblablement de bonne foi, mais c'est pas grave, on va leur faire payer le service et puis nous serons quittes après. Oui, c'est ça les indiscrets. Voilà. Donc le directeur général des services vient de vous faire tourner les tarifs, dans ce sens ceux de Marne-et-Gondoire. Je vous laisse quelques instants si vous voulez en prendre connaissance, mais je ne pense pas que ça pose un problème particulier. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de question du public pendant un conseil municipal. Ça, c'est après. Voilà. Et voilà. Donc, qui serait contre cette grille de redevance? Là, c'est la grille. Mais tu peux être contre l'ensemble, le principe même de... Voilà. Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Merci. Voilà, nous allons passer maintenant aux affaires générales. Alors aujourd'hui, le point d'intérêt, c'est la création d'un poste... la CLECT, autant pour moi.
Autant pour moi. Donc je redonne encore, enfin je laisse la parole à Monsieur Direz, qui est notre représentant à la CLEC. La CLEC, c'est la commission qui évalue la valeur des charges transférées à l'agglomération et la façon dont ces charges transférées impactent le calcul de l'attribution de compensation, qui est la différence entre la valeur de la fiscalité que nous laissons, enfin la valeur des charges que nous transférons et la valeur de la fiscalité que nous transférons à l'agglomération. Voilà. Laurent. Voilà, donc il est proposé donc à l'approbation le rapport de la CLET du 10 juin 2024. Donc il y avait 3 sujets pour 4 communes. Les 3 sujets sont la lecture publique qui concernait donc la commune de Concarré. C'est la dernière commune qui n'avait pas rejoint le réseau de lecture de Marne-et-Gondoire. Le deuxième sujet, c'était les subventions aux associations. Donc en fait, c'est principalement sur les associations qui occupent la piscine. Voilà. Donc 2 communes sont concernées, à savoir Lagny-sur-Marne et Ferrières. Et également, le 3e sujet, c'est pour les services qui rejoignent le service commun logement-habitat de Marne-et-Gondoire, où la commune de Pomponne a décidé de rejoindre ce service. Voilà. Donc il a été évalué le transfert de charges. Donc dans l'approbation du rapport, vous avez l'évaluation pour l'année 2024 et pour l'année 2025, sachant que l'exercice 2024 est un exercice au prorata. C'est pour ça que sur l'exercice 2025, vous avez la valeur en année pleine. Voilà, donc la conséquence, bien sûr, pour les communes, c'est vu qu'elles transfèrent des charges, elles percevront un petit peu moins d'attribution de compensation. On parle bien des communes qui ont été évoquées dans le rapport. Ça, c'est absolument neutre pour nous, puisque nous ne sommes pas consacrés cette fois-ci par le calcul de transfert de charges, nous ne transférons rien. Mais il faut que chaque commune de l'agglomération valide ce rapport. Auriez-vous des questions ? Non, bien s'il n'y a pas de questions, nous allons mettre au vote. Qui serait contre ce rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges? Qui s'abstiendrait? Merci. Donc voilà, là nous avons épuisé l'ordre du jour concernant les affaires communautaires. Nous allons maintenant passer aux affaires générales, avec comme point unique et principal la création d'un nouveau poste d'adjoint. Chanteloup-en-Brie, alors le nombre d'adjoints dans une commune est fixé par la loi, il dépend du nombre de conseillers municipaux, c'est un pourcentage du nombre de conseillers municipaux. Chanteloup a le droit à 8 adjoints. Depuis le début du mandat, nous en avions 7, et là il est proposé de créer le poste du 8e. Ce 8e adjoint sera un adjoint à la sécurité, car 2025 c'est une année où la question de la sécurité sera mise en avant. La sécurité, bien évidemment, dans tous ses aspects, pas seulement le côté policier, puisqu'en 2025, c'est là que nous ferons un grand tour de table et nos études pour la vidéoprotection. Ça, c'était le 3e étage de la fusée sécuritaire, puisque nous avons une police municipale, maintenant pluricommunale, avec Montévrain, que nous allons continuer à développer. Nous sommes contents du service qui est fourni. Et maintenant, il faut réfléchir et s'engager sur les solutions de vidéoprotection. Pour ce faire, donc un adjoint sera nommé, si vous en êtes d'accord. C'est Madame Michèle Romagnac qui est pressentie pour être cet adjoint, qui a déjà à son actif la réalisation du plan communal de sauvegarde. Et donc, si vous en êtes d'accord, nous procéderons à un vote tout à l'heure, bien évidemment. Madame Romagnac m'accompagnera et me représentera au CISPD, donc la commission de coordination des services de sécurité du département, mettra aussi sur pied ce grand exercice dans le cadre du PCS, un exercice grandeur nature, qui mettra, oui, Madame Soulis, grandeur nature, un exercice d'évacuation, d'hébergement de réfugiés. Elle s'occupera avec moi de l'analyse des offres et des propositions concernant la vidéoprotection et assurera le suivi politique du contrat, la convention de police pluricommunale que nous avons avec Montévrain. C'est donc un vaste programme. Y aurait-il d'autres candidats à ce poste de 8e adjoint? Messieurs, dames, de l'opposition? Non, pas de candidat. Y aurait-il d'autres candidats? Non. Voilà. Madame Romagnac, candidate unique. Malgré tout, nous allons quand même procéder au vote.
Je vais demander à alors attendez, on va d'abord voter sur la création du poste de l'adjoint supplémentaire. Donc, qui serait contre la création de ce 8e adjoint? Donc, nous avons 5 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Donc ça, le poste est créé. Les adjoints sont indemnisés, bien évidemment. Donc nous devons repasser la délibération qui fixe l'indemnité des adjoints, du maire, etc. Ça, c'est une délibération type. Nous ne changeons pas le montant des rémunérations. Il faut savoir que nous arrivons en fin d'exercice budgétaire et que certains postes étaient vacants, donc en fait n'ont pas été indemnisés. Nous avons donc suffisamment dans l'enveloppe budgétaire pour terminer l'année. Mais malgré tout, nous devons passer une délibération pour revalider le niveau de rémunération du maire, des adjoints et de notre conseil municipal délégué. Qui serait contre les rémunérations, enfin les numéros d'indemnité, de ce poste d'adjoint? 5 contre. Qui s'abstient? Non, pas contre. Alors, excusez-moi. Alors, combien de contre? On va recommencer. Donc 2, 4. Donc 4 contre, une abstention. C'est bien cela? Très bien. Vous notez? Donc ça, c'est fait. On a maintenant le cadre juridique pour procéder à l'élection de l'adjoint supplémentaire. Monsieur Couture, vous voulez bien distribuer un petit papier à chacun? Pardon? On va voter vraiment, oui. Mais même s'il est tout seul. On va faire comme partout ailleurs, en fait. On va faire comme il faut. Quand tu seras... Ah oui, pour soutenir ta candidature? Bon, d'accord. Alors, écoute, Jean, si tu veux bien passer le micro. Bonsoir à tous. J'avais pris beaucoup d'intérêt, de plaisir à travailler avec mes collègues du conseil municipal sur le plan communal de sauvegarde et le dossier d'information sur les risques majeurs de la commune. Le PCS est un des éléments de la sécurité civile dont l'objectif essentiel est de mettre en œuvre toutes les mesures pour protéger les populations, les biens et l'environnement. Monsieur le maire vient de décrire plus en détail les fonctions de ce poste. Donc tout naturellement, moi j'ai voulu approfondir mes connaissances sur ce domaine de la sécurité et j'ai trouvé une attirance particulière. Donc obtenir ce poste d'adjoint me permettra de mettre davantage mes compétences et mon enthousiasme et mon investissement au service de la commune et de ses habitants. Merci pour votre... Alors je confirme absolument la partie enthousiasme. Michel Romagnac, je dois dire que c'est quand même un pilier de notre équipe et je suis très très content du travail qui a été fait sur plein de sujets d'ailleurs depuis le début du mandat. Donc, vous a été distribué à chacun un petit papier, une enveloppe, donc je vous propose d'écrire, si vous le souhaitez, le nom de la candidate ou autre chose. On va procéder comme il faut. Les personnes qui ont un pouvoir recevront 2 enveloppes et 2 papiers. Bon, on ne peut pas faire plus simple. Madame Hustin étant la Benjamine, c'est elle qui sera chargée de la mission d'assesseur. Alors Mathilde, nous avons 19 et 3, il doit y avoir 22 enveloppes dans l'urne. 22 enveloppes dans l'urne. Alors, est-ce que la feuille d'émargement est revenue? Signée. Merci. Je te propose d'appeler les personnes présentes et de leur demander de voter.
Madame Alion Tao. Monsieur Philippe Arnaud. Monsieur Grégory Ateba. Monsieur Ali Bouchama. Monsieur Philippe Béranguer. Il n'est pas là. Un appel téléphonique. Ah bah oui, d'accord. Moi, je voterai pas. L'appel est présent. Monsieur Alexandre Bouzet. Monsieur Fabrice Cassada. Monsieur Olivier Colesso. À voter. Monsieur Laurent Direz. Madame Fabienne Gillot. Madame Laura Lambert. Madame Karine Lorteau. Madame Pierrette Meunier. Oui, et parce que c'est ce que M. le maire me dit, Oui, en fait, oui. voter deux fois quand je... Là, vous votez pour le À voter, à voter. On est tous témoins. Merci. Monsieur Georges Pambou. Madame Catherine Ribaille. Madame Virginia Rioja. Madame Michèle Romagnac. Madame Anaïs Roy. Madame Isabelle Soulis. Madame Mathilde Hustin. À voter. Le vote est terminé. Très bien. Alors vous allez ouvrir, chère Madame Hustin, l'urne, enfin la renverser, et puis ouvrir, et vous allez compter les bulletins, annoncer leur contenu, et moi, la secrétaire de séance se chargera de noter les résultats.
Eh bien, le compte est bon. Donc, Madame Romagnac, félicitations. Vous êtes 8e adjointe à partir de maintenant. Voilà. Bien, messieurs, dames. L'ordre du jour est épuisé. Il est 21h33, donc le conseil est clos. Notez, Madame la secrétaire de séance, qu'à 21h33, le maire prononce la clôture du conseil municipal. En vous remerciant, et nous allons pouvoir prendre les questions publiques dès que nous aurons éteint la caméra.